Au jour où j'ai ouvert un coffre-fort qui n'avait pas été touché depuis mai 1968 et où j'ai découvert qu'elle m'avait laissé quelque chose valant bien plus que tout l'argent que mon ex-femme pensait que je n'avais pas. La clé en laiton semblait lourde dans ma main ce matin-là à la Banque nationale, plus lourde que les 2 emplois que j'occupais depuis 4 ans, plus lourde que l'épuisement qui vivait dans mes os, mais pas aussi lourde que les mots que Sophie m'avait jetés au visage 3 semaines plus tôt, « Tu n'étais qu'un marchepied, Thomas. » Je m'appelle Thomas, et à 28 ans, je pensais savoir à quoi ressemblait le fond du gouffre, mais j'avais tort. Toucher le fond, ce n'est pas quand votre femme vous quitte pour un autre homme, ce n'est même pas quand elle vous dit que tous vos sacrifices ne signifiaient rien pour elle. Toucher le fond, c'est le moment où vous commencez à croire qu'elle a peut-être raison. J'étais le gars qui ne ratait jamais un service, le mari qui rentrait à minuit en sentant le carton et le détergent industriel, trop fatigué pour manger, mais jamais trop fatigué pour demander à Sophie comment s'était passée sa journée à la faculté de médecine. Pendant qu'elle mémorisait les noms de chaque os du corps humain, je mémorisais la douleur dans mon dos à force de soulever des cartons. Pendant qu'elle apprenait à sauver des vies, je me tuais à petit feu, 1 heure supplémentaire à la fois. Tiens bon encore un peu mon chéri, avait-elle l'habitude de murmurer quand je franchissais la porte en trébuchant, on y est presque, ce mot sonne comme une mauvaise blague aujourd'hui. Le matin où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre réveil à 4 heures du matin, avec Gérard à l'entrepôt me demandant de couvrir le quart de quelqu'un d'autre. « Thomas, tu es le seul sur qui je peux compter » disait-il, et j'hochais la tête parce qu'être fiable était tout ce qu'il me restait. À midi, ma chemise était trempée de sueur, et le soir, j'étais à mon 2e boulot, à remplir les rayons de la supérette du quartier pendant que des adolescents se plaignaient de travailler le week-end. Sophie avait obtenu son diplôme la semaine précédente, je peux encore la voir dans sa toge, le soleil de mai la faisant ressembler à tout ce pourquoi j'avais travaillé, 4 ans de ma vie enveloppée dans ce moment, 4 ans à croire que nous construisions quelque chose ensemble. La fête de remise des diplômes avait lieu dans un hôtel chic du centre-ville, j'avais emprunté de l'argent à mon frère Julien juste pour m'acheter une nouvelle cravate. Sophie m'a présenté à ses camarades de classe simplement comme Thomas, ajoutant « Il m'a beaucoup soutenu, pas mon mari, pas l'homme qui a rendu cela possible, juste soutenu, comme si j'étais une chaise particulièrement confortable. » C'est là que je l'ai rencontré, le docteur Antoine Lavigne, grand, les cheveux argentés, avec des mains qui n'avaient jamais touché un carton d'expédition. Il m'a serré la main et a souri, et quelque chose dans mon estomac s'est noué en voyant la façon dont Sophie le regardait. J'avais déjà vu ce regard auparavant, elle avait l'habitude de me regarder comme ça quand nous étions en 2e année de fac, partageant des pâtes au beurre et des rêves. « Votre femme est exceptionnelle, » m'a dit Antoine, « elle va accomplir de grandes choses. » « Je sais, ai-je répondu, c'est pour ça que je cumule 2 emplois. Il a hoché la tête, ce genre de hochement que les riches donnent quand les pauvres parlent d'argent, poli mais mal à l'aise, comme si je venais de lui parler d'une maladie grave. 3 heures plus tard, Sophie a dit qu'elle était fatiguée et voulait rentrer, mais elle n'est pas rentrée, pas avant 3 heures du matin, sentant le vin et un parfum coûteux. « Il faut qu'on parle » a-t-elle dit, ces 5 mots que tout homme connaît, signifiant que votre monde est sur le point de s'effondrer. Elle n'a même pas essayé d'adoucir le coup, exposant les faits comme si elle présentait une étude de cas. 6 mois avec Antoine, elle emménageait avec lui le lendemain, le bail de l'appartement était à mon nom de toute façon, donc ce serait facile. Et tout ce que j'ai fait, ai-je demandé, 4 ans, Sophie, 4 ans à me tuer au travail pour que tu puisses devenir médecin. Elle m'a regardé avec ses yeux bruns dont j'étais tombé amoureux, mais ils étaient différents maintenant, froids, cliniques. Tu as fait ce que tu devais faire, et je t'en suis reconnaissante, mais Thomas, sois honnête avec toi-même, tu es un ouvrier d'entrepôt, tu seras toujours un ouvrier. Antoine est chef de service en chirurgie, il peut me donner la vie que je mérite, tu n'étais qu'un marchepied pour m'amener là où je devais être. Un marchepied, comme si j'étais quelque chose sur lequel on essuie ses chaussures avant d'entrer dans un endroit meilleur. La vie à 28 ans ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Chaque matin à 4 heures, mon réveil hurlait et je m'extirpais du lit dans notre appartement exigu au-dessus de l'épicerie coréenne. Le matelas avait un creux permanent là où mon corps reposait, et les ressorts grinçaient une symphonie d'épuisement chaque fois que je bougeais. Sophie dormait encore, des manuels de médecine éparpillés de son côté du lit comme des soldats tombés au combat. Je l'embrassais sur le front, prenant soin de ne pas la réveiller, et partais pour mon premier travail à l'entrepôt logistique. L'appartement faisait 50 mètres carrés, avec du papier peint décollé et des promesses brisées. Nous avions emménagé il y a 4 ans, le lendemain de la réception de sa lettre d'admission en médecine. C'est temporaire, avions-nous dit en trinquant avec nos bières, assis par terre parce que nous n'avions pas encore les moyens d'acheter des meubles. Le radiateur claquait comme un fantôme avec un marteau, et l'évier de la cuisine fuyait peu importe combien de fois je le réparais, mais c'était chez nous,
ou du moins je le pensais. Ma routine matinale ne changeait jamais, une douche en 3 minutes car l'eau chaude s'arrêtait à 4h15, un café noir dans un thermos qui avait perdu son couvercle il y a 2 ans, 2 tranches de pain grillé sans beurre parce que Sophie disait qu'il fallait économiser. Je laissais des mots sur le frigo avec des aimants en forme d'organes humains qu'elle avait achetés pour rire au début de ses cours d'anatomie. Passe une bonne journée, futur docteur, je t'aime. Le trajet jusqu'à l'entrepôt prenait 25 minutes à pied, je connaissais chaque fissure du trottoir, chaque maison avec un chien qui aboie, chaque coin où Polo, le SDF du quartier, me faisait signe en disant « Salut soldat », je lui donnais une pièce quand je pouvais, ce qui n'était pas souvent. « Salut Thomas », grognait mon superviseur Gérard quand je pointais. Gérard avait 62 ans, divorcé 3 fois, et dirigeait l'entrepôt depuis plus longtemps que je n'étais en vie. Le quai de chargement 3 a besoin que ses palettes soient déplacées avant 7 heures, Dubois s'est encore porté pâle. Dubois était toujours malade le lundi, on savait tous qu'il avait la gueule de bois, mais Gérard le gardait parce que son frère possédait l'entreprise. De mon côté, je n'avais pas pris un jour de congé maladie en 2 ans, même quand j'ai eu la grippe et que j'ai vomi derrière le quai de chargement entre 2 expéditions. 8 heures à soulever, empiler, déplacer des cartons de 20 kilos d'électronique que d'autres achèteraient, des meubles qui iraient dans des maisons que je ne pourrais jamais me payer. Mes mains s'épaississaient de callosité, mon bas du dos développait une douleur permanente qu'aucun étirement ne pouvait soulager. Les plus jeunes parlaient de leurs projets de week-end, de leurs petites amies, des matchs de foot qu'ils avaient regardés, moi je restais silencieux, économisant mon énergie pour le travail. Le déjeuner était toujours le même, sandwich au jambon, une pomme si elles étaient en promotion, de l'eau du robinet car acheter des boissons était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. Je mangeais debout près de mon casier, regardant l'horloge parce que chaque minute d'heure supplémentaire aidait. À 15 heures, je pointais et prenais ma vieille Peugeot 206 de 1998 pour aller à mon deuxième emploi à la supérette. La voiture avait 380 000 km au compteur et un voyant moteur allumé depuis 3 ans. Tant qu'elle roule, ne la répare pas, disait mon père avant de décéder durant ma 3e année de fac. Le cancer l'avait emporté rapidement, laissant maman avec des factures que Julien et moi l'aidions encore à payer. La supérette était l'endroit où les rêves allaient mourir lentement sous les néons fluorescents. Je remplissais les rayons jusqu'à minuit, organisant les boîtes de conserve avec les étiquettes vers l'avant, m'assurant de la rotation des dates de péremption. Le gérant, Monsieur Dupuis, était assez correct, il me laissait parfois emporter les produits qui allaient périmer. « Comment va ta femme » demandait-il pendant que j'étiquetais les conserves. « Elle va être médecin » disais-je avec fierté, cela rendait l'épuisement supportable. « Tu es un type bien, Thomas, peu de gens feraient ce que tu fais. » Mais c'était ça le truc, je ne le faisais pas pour la reconnaissance, je le faisais parce que quand on aime quelqu'un, on le soutient. Ma mère m'avait appris cela, appelant chaque dimanche sans faute. « Tu as l'air fatigué, Thomas » disait-elle au téléphone, « est-ce qu'elle apprécie ce que tu fais ?»« Bien sûr maman, on est une équipe. » Les équipes partagent le fardeau mon chéri, assure-toi de ne pas tout porter toi-même. Mais je portais tout, et d'une certaine manière, cela ressemblait à de l'amour. Chaque soir quand je rentrais et voyais Sophie penchée sur ses livres d'anatomie, surligneur à la main, les cheveux attachés en un chignon désordonné qui la faisait ressembler à une adolescente, cela semblait en valoir la peine, elle devenait quelqu'un d'extraordinaire, et je faisais partie de cette transformation. Le jour de la remise des diplômes est arrivé comme un rêve fiévreux, un 15 mai, le genre de matin de printemps qui vous fait croire au nouveau départ. J'avais repassé mon unique costume 2 fois, un ensemble bleu marine acheté chez Emmaüs pour 30 €, le pantalon était un peu court mais si je me tenais droit personne ne le remarquait. J'avais même craqué pour une coupe de cheveux, 15 € plus le pourboire chez le barbier du coin, où le vieux monsieur Leroux m'avait dit que je présentais bien. Sophie était radieuse dans sa toge, le pompon oscillant alors qu'elle traversait l'estrade. 4 ans de sacrifice condensés en 30 secondes à la regarder serrer la main du doyen. Je me tenais dans le public, applaudissant jusqu'à ce que mes mains me brûlent. Ma mère était à côté de moi, Julien de l'autre côté, ils avaient fait la route pour la cérémonie. C'est ma belle-fille, disait maman assez fort pour que les rangées autour de nous l'entendent, mon fils a payé ses études. Après la cérémonie, nous nous sommes rassemblés dehors près de la fontaine où les familles prenaient des photos. Les parents de Sophie n'étaient pas venus, ils n'avaient jamais approuvé qu'elle m'épouse, disant qu'elle se contentait de peu, mais ma famille était là et cela aurait dû suffire. C'est là que je l'ai revu, le docteur Antoine Lavigne, debout près de la fontaine dans un costume Armani qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 3 mois. Il parlait à Sophie et elle riait, pas son rire poli, mais le vrai, celui qui plissait son nez. Thomas, la voix de Sophie était différente, plus légère,
comme si elle s'était déjà délestée du poids de notre vie commune. Viens ici bébé, c'est le docteur Lavigne, Antoine, il m'a mentoré. La poignée de main d'Antoine était ferme, manucurée, rien à voir avec les mains de travailleurs auxquelles j'étais habitué. Sophie m'a tellement parlé de vous, les sacrifices que vous avez faits sont admirables. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire admirable qui me tordait l'estomac, le même ton que les gens utilisent pour féliciter un chien de ne pas avoir sali le tapis. Sophie est exceptionnelle, a-t-il continué en posant sa main sur son épaule, le geste a duré une seconde de trop, elle a déjà 3 offres d'internat, je l'ai recommandée pour le programme à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, nous travaillerions très étroitement ensemble. Ma mère l'a remarqué aussi, j'ai vu ses yeux se plisser, ce regard qu'elle avait quand quelque chose n'allait pas. Julien a bougé à côté de moi, mal à l'aise. C'est merveilleux, ai-je réussi à dire, nous espérions La Pitié, c'est près de la maison. La maison est là où on l'a construite, a dit Antoine en regardant directement Sophie. Le reste de la journée semblait bizarre, Sophie vérifiait constamment son téléphone, souriant à des messages. Pendant le dîner que j'avais mis des mois à pouvoir payer, elle a à peine touché à sa nourriture. Ma mère a essayé de faire la conversation, posant des questions sur l'internat, sur nos projets, mais les réponses de Sophie étaient vagues, distraites. On devrait y aller, a dit Sophie avant l'arrivée du dessert, je suis épuisée. Mais elle n'était pas épuisée. Quand nous sommes rentrés, elle s'est changée pour mettre une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Il y a une soirée pour la faculté, a-t-elle dit en mettant du rouge à lèvres devant le miroir fêlé de notre salle de bain, Antoine dit que c'est important pour le réseau. Je peux venir? C'est juste pour les diplômés et les profs, tu t'ennuierais. Elle est partie à 21h. Je suis resté éveillé à attendre, pliant le linge, nettoyant l'appartement, n'importe quoi pour m'occuper. L'horloge est passée de minuit à 1h, puis 2h. À 3h du matin, j'ai entendu sa clé dans la serrure. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, ses chaussures à la main, le maquillage coulé, elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en posant soigneusement son sac à main sur notre table basse d'occasion. De quoi? Ton internat commence le mois prochain, on devrait commencer à chercher un meilleur endroit? Peut-être quelque chose avec un vrai chauffage qui marche. Elle a secoué la tête lentement. Thomas, tu es un type bien. Rien de bon ne suivait jamais ces mots. Mais j'ai dépassé ça, j'ai dépassé notre couple. La pièce a tangué. De quoi tu parles? Antoine et moi sommes ensemble depuis 6 mois, j'emménage avec lui demain. 6 mois. Pendant que je faisais des doubles services, pendant que je lui apportais du café lors de ses sessions d'études, pendant que je lui massais les pieds quand elle se plaignait d'être restée debout durant de longues procédures. 6 mois de mensonges emballés dans des baisers. Bonne nuit. Tu plaisantes? Je ne plaisante pas, je suis désolé Thomas, mais ça allait toujours arriver, tu devais le savoir. Savoir quoi? Que ma femme me trompait? Elle m'a enfin regardé, et ses yeux étaient froids, cliniques, comme si j'étais une étude de cas qu'elle avait fini d'analyser. Tu n'étais qu'un marchepied, Thomas. J'avais besoin de quelqu'un pour payer les factures pendant que je finissais mes études. Antoine peut me donner la vie que je mérite, tu seras toujours un ouvrier d'entrepôt avec du carton sous les ongles. 3 semaines plus tard, je vivais toujours dans cet appartement au-dessus de l'épicerie coréenne. Le lit semblait trop grand avec juste moi dedans, alors je dormais sur le canapé. Le manuel de médecine qu'elle avait laissé derrière elle me fixait depuis l'étagère comme des yeux accusateurs, je n'arrivais pas à me résoudre à les jeter. Je n'arrivais pas à faire grand-chose à part aller travailler et rentrer. Madame Kim, la propriétaire de l'épicerie, l'avait remarqué. Elle laissait des boîtes de kimchi et de riz devant ma porte. Mange, disait-elle dans un français cassé quand j'essayais de lui rendre les boîtes vides, trop maigre maintenant, pas bon pour la santé. Elle avait raison, j'avais perdu 7 kilos en 3 semaines. Mon superviseur, Gérard, m'avait pris à part à l'entrepôt, ça va Thomas? Tu es plus lent, ce n'est pas ton genre. Juste fatigué, lui ai-je dit. Prends un jour de congé, Dubois peut couvrir pour une fois. Mais je ne voulais pas de jour de congé. Travailler signifiait ne pas penser, soulever des boîtes signifiait ne pas se souvenir de la façon dont Sophie traçait des cercles sur ma poitrine quand elle ne pouvait pas dormir. Mon frère Julien a conduit depuis Lyon le 4e week-end. Il a utilisé sa clé pour entrer et m'a trouvé entouré de bouteilles de bière vidées de boîtes à pizza. Pas ivre, juste engourdi, la bière avait tiédi depuis des heures. Mec, faut que tu te secoues, a-t-il dit en ouvrant les stores, la lumière du soleil attaquant mes yeux. Elle n'en valait pas la peine.
4 ans Julien, je lui ai tout donné. Alors reprends quelque chose, recommence. Il est resté le week-end, m'a forcé à me doucher, m'a fait manger de la vraie nourriture. Maman appelait 3 fois par jour, rentre à la maison pour un moment, laisse-moi prendre soin de toi. Mais j'avais 28 ans, trop vieux pour courir chez maman, même si chaque partie de moi le voulait. Nettoie cet endroit, a dit Julien avant de partir, en commençant par ce débarras, tu n'y as pas touché depuis que tu as emménagé, tu pourrais trouver quelque chose qui vaut la peine d'être vendu. Le débarras. Sophie l'avait appelé notre dépotoir, des cartons que nous n'avions jamais déballés parce qu'elle disait que nous déménagerions bientôt ailleurs. Après le départ de Julien, je suis resté devant la porte du débarras pendant 20 minutes avant de l'ouvrir enfin. Des particules de poussière dansaient dans la lumière de l'après-midi. Carton après carton de choses que j'avais oublié posséder, mes trophées d'athlétisme de la fac, à l'époque où je pouvais courir 1,5 km en 4 minutes 30, à l'époque où mon corps était bâti pour la vitesse plutôt que pour l'endurance, des albums photos de notre mariage. Une petite cérémonie à la mairie parce qu'un vrai mariage n'était pas dans le budget, Sophie portait une robe d'été blanche de chez Monoprix, elle était magnifique quand même. Il y avait un carton étiqueté « Affaire de grand-mère Solange » avec l'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouvait de la vaisselle dont je me souvenais des déjeuners du dimanche chez grand-mère, un collier de perles qu'elle portait à la messe, une Bible avec des passages soulignés au crayon, et au fond, coincé entre 2 albums photos, une enveloppe Kraft que je n'avais jamais vue auparavant. Mon nom était écrit dessus de l'écriture tremblante de ma grand-mère. Le papier avait jauni avec l'âge mais l'écriture était claire, pour mon petit-fils, Thomas. À ouvrir quand tu auras tout perdu et que tu auras besoin de te rappeler qui tu es. Mes mains tremblaient. Grand-mère Solange était morte quand j'avais 12 ans, il y a 16 ans, un cancer des poumons bien qu'elle n'ait jamais fumé de sa vie. Je me souvenais de ses funérailles, comme elle avait l'air paisible dans ce cercueil, comme si elle faisait juste la sieste. Comment avait-elle pu savoir que j'aurais besoin de ça? Comment avait-elle pu prédire que je perdrais tout? À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une simple feuille de papier et une petite clé en laiton, lourde et démodée, rien à voir avec les clés modernes. Mon cher Thomas, si tu lis ceci, c'est que la vie t'a mis à terre brutalement. Mais souviens-toi, nous les Heuleroy ne restons pas à terre. Ton grand-père Marcel et moi avons gardé quelque chose pour toi, quelque chose de spécial qui ne pouvait être touché par personne d'autre, pas même tes parents. Nous voulions être sûrs que tu l'aurais quand tu en aurais vraiment besoin, pas avant. Va à la Banque nationale rue de la République, coffre numéro 447. Ce qu'il y a à l'intérieur t'attend depuis 1968. La réponse n'est pas ce qu'il y a dedans, c'est ce que tu comprendras quand tu l'ouvriras. Ton grand-père a travaillé 3 boulots toute sa vie, les gens le traitaient de fou pour avoir rêvé si grand, mais il savait quelque chose qu'ils ignoraient, la vraie richesse vient à ceux qui élèvent les autres, même quand ces autres ne le méritent pas, parce qu'à la fin, il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de qui tu choisis d'être. Avec tout mon amour, grand-mère Solange. J'ai lu la lettre 6 fois, chaque fois j'entendais sa voix plus clairement, ce léger accent du sud qu'elle n'avait jamais perdu après avoir déménagé. La clé devenait chaude dans ma paume. Lundi matin, je me suis porté pâle à mes 2 emplois pour la première fois en 2 ans. Le lundi matin est arrivé gris et bruineux, le genre de pluie qui se qualifie à peine de météo. J'ai conduit ma vieille Peugeot jusqu'à la Banque nationale rue de la République, la clé brûlant ma poche. Le bâtiment ressemblait à un monument d'une autre époque, tout en colonnes de marbre et en luminaire en laiton que quelqu'un polissait tous les jours qu'ils en aient besoin ou non. Le hall sentait le cuir et le vieil argent. Mes chaussures de sécurité couinaient sur le sol poli et je suis devenu conscient de mon jean délavé, de ma veste d'entrepôt avec le Thomas brodé sur la poche. Tous les autres avaient l'air d'être à leur place, j'avais l'air de livrer quelque chose. Je peux vous aider? La guichetière était jeune, peut-être 22 ans, avec un badge indiquant Ambre. J'ai besoin d'accéder à un coffre-fort, ai-je dit en posant la clé sur le comptoir en marbre. Elle l'a prise, l'a examinée, ses sourcils se sont levés. C'est une de nos clés vintage. Quel est le numéro du coffre? 447. Elle a tapé quelque chose sur son ordinateur, puis a retapé. Son visage a changé. Monsieur, ce coffre n'a pas été ouvert depuis octobre 1968, ça fait 57 ans. Ma grand-mère me l'a laissé. J'aurai besoin de voir une pièce d'identité et vous devrez signer plusieurs formulaires. La location de ce coffre a été prépayée jusqu'en 2075. Quelqu'un voulait vraiment s'assurer qu'il reste en sécurité. Après 15 minutes de paperasse, Ambre m'a conduit à travers une lourde porte blindée qui semblait pouvoir survivre à une explosion nucléaire.
La salle des coffres était étroite, les murs tapissés du sol au plafond de boîtes métalliques numérotées. L'air était frais et immobile comme dans une tombe. Le coffre 447 est l'une de nos plus grandes unités, a dit Ambre en insérant sa clé passe-partout à côté de la mienne. Je vais vous laisser un peu d'intimité, appuyez sur le bouton quand vous aurez fini. Le coffre était plus lourd que je ne le pensais. Je l'ai porté jusqu'à la petite salle de visionnage, l'ai posé sur la table et me suis assis. Mes mains tremblaient en ouvrant le couvercle. La première chose que j'ai vue était une pile de certificats d'action imprimés sur du papier épais avec des bordures élaborées comme de l'argent d'un autre siècle, Laboratoire Coleman, 1000 actions, acheté en septembre 1963. Laboratoire Coleman. J'ai sorti mon téléphone, cherché rapidement, mon cœur s'est presque arrêté. Les laboratoires Coleman étaient maintenant Coleman Pharmaceutical, l'une des 3 plus grandes entreprises pharmaceutiques en Europe. L'action que mon grand-père avait achetée pour l'équivalent de 2 € en 1963 s'échangeait maintenant à 2400 € l'action. J'ai fait le calcul 3 fois parce que mon cerveau refusait de l'accepter, 2 400 000 €. Sous les certificats se trouvait un journal en cuir, le genre avec une lanière qui s'enroule autour. Je l'ai ouvert avec précaution. Les pages étaient remplies de l'écriture précise de mon grand-père Marcel, début du travail au laboratoire Coleman, 3 janvier 1961. Concierge de nuit, payer une misère. Ils ont ri quand j'ai acheté ma première action. Marcel, disait-il, tu jettes ton argent par les fenêtres. Mais j'ai observé, j'ai écouté, j'ai vu à quel point il travaillait dur sur ce nouveau médicament pour le cœur. Je savais. Page après page racontait son histoire, comment il cumulait 3 emplois, comment il économisait chaque centime, comment il achetait des actions au lieu d'une voiture, au lieu de nouveaux vêtements, au lieu de tout sauf ce dont sa famille avait besoin pour survivre. Les gens pensent qu'être pauvre signifie être stupide, disait une entrée, mais être pauvre signifie que vous voyez des choses que les riches ratent. Vous voyez quelles entreprises traitent bien leurs travailleurs, vous voyez lesquelles construisent quelque chose de vrai. Coleman, c'est du vrai. Ces actions prendront soin de ma famille un jour. Au fond de la boîte se trouvait une petite enveloppe et une photo en noir et blanc. La photo montrait mes grands-parents le jour de leur mariage en 1959, ils se tenaient devant l'église du village, tous deux rayonnant d'une joie qui n'a pas besoin d'argent pour exister. J'ai retourné la photo. De l'écriture soignée de ma grand-mère, Marcel a travaillé 3 emplois pour payer mes études d'infirmière. Tout le monde disait qu'il perdait son temps pour une fille rêveuse, disait que j'arrêterais dès que nous aurions des bébés. Mais il a vu quelque chose en moi que les autres ne voyaient pas. Il savait que le véritable amour construit, il ne détruit jamais. Le véritable amour voit le potentiel et le nourrit, même si cela signifie des sacrifices. Thomas, si tu lis ceci, quelqu'un a probablement brisé ton cœur en prenant ton sacrifice pour acquis. Mais souviens-toi de ceci, tu n'as jamais été un marchepied, tu étais toute la fondation. Elle n'était simplement pas assez forte pour construire quelque chose de beau dessus. Ton grand-père savait que le but du sacrifice n'est pas ce que les autres en font, c'est ce qu'il révèle sur qui tu es. L'argent c'est bien, mais ce n'est pas le trésor. Le trésor, c'est de savoir que tu viens de gens qui ont élevé les autres, qui ont vu le meilleur en chacun, qui ont investi dans l'avenir même quand le présent était dur. C'est ça ton héritage, c'est ça que tu es. Je me suis assis dans cette salle et j'ai sangloté. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau. Rien de chic, juste un petit espace au 2e étage d'un immeuble commercial, juste en face de la banque où tout avait changé. Les murs étaient peints d'une couleur crème chaleureuse et j'avais accroché exactement 3 choses, la photo de mariage de mes grands-parents, la photo de mes parents, et mon diplôme universitaire que je me sentais enfin digne d'afficher. La plaque sur mon bureau indiquait le fonds de dotation Solange et Marcel pour les étudiants travailleurs. En 6 mois, nous avions déjà fourni des bourses complètes à 12 étudiants dont les familles étaient en difficulté. Chacun avait soumis une rédaction sur quelqu'un qui s'était sacrifié pour son éducation. Lire ces rédactions a guéri quelque chose en moi que je ne savais pas pouvoir guérir. Mon téléphone a vibré, un texto d'un numéro inconnu mais je l'ai reconnu immédiatement. Sophie avait changé son numéro, mais son style d'écriture était le même, j'ai entendu parler de ton héritage et de la fondation. Antoine et moi divorçons, il m'a trompé avec une jeune interne. Peut-être qu'on pourrait parler, je réalise maintenant ce que j'ai perdu. J'ai tenu le téléphone un long moment, puis j'ai effacé le message sans répondre. Certains ponts, une fois brûlés, n'étaient pas faits pour être reconstruits, ils étaient faits pour éclairer la voie à suivre. Cet après-midi-là, Madame Kim de l'épicerie a frappé à la porte de mon bureau.
Elle avait mis son plus beau manteau, celui qu'elle portait à l'église, et à côté d'elle se tenait sa petite fille, Léa. Monsieur Thomas, a dit Madame Kim, voici Léa. Elle veut être médecin mais nous n'avons pas d'argent pour l'école. Elle étudie chaque soir après le travail au magasin. Bonne fille, fille intelligente. Parle-moi de toi, Léa, ai-je dit en sortant un formulaire de candidature. Elle avait 17 ans, major de sa promotion, travaillait 30 heures par semaine dans le magasin de sa grand-mère. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle avait 10 ans. Elle a parlé de vouloir devenir chirurgienne pédiatrique pour sauver d'autres enfants confrontés à des urgences médicales. Ma grand-mère travaille 18 heures par jour, a dit Léa, elle a 71 ans, elle devrait se reposer, mais elle travaille pour moi. Je vois ses mains trembler d'arthrite quand elle compte la caisse, je veux prendre soin d'elle comme elle a pris soin de moi. Une question, ai-je dit, si quelqu'un te soutenait pendant tes études, travaillant plusieurs emplois pour payer tes frais de scolarité, que ferais-tu? Elle a semblé confuse au début, puis son visage est devenu sérieux, je travaillerai aussi dur qu'eux. Personne ne se sacrifie pour votre rêve à moins de vous aimer. On honore cet amour en devenant la meilleure version de soi-même, puis en aidant quelqu'un d'autre qui en a besoin. C'est comme ça qu'on donne de la valeur au sacrifice. J'ai approuvé sa bourse sur le champ, frais de scolarité complets, livres, et même une allocation de vie pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études au lieu de travailler. Madame qui m'a pleuré. Léa m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru que mes côtes allaient craquer. Après leur départ, j'ai conduit jusqu'au cimetière municipal. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orange et rose qui me rappelaient le sorbet que ma grand-mère avait l'habitude de faire. Sa pierre tombale était simple, Solange Leroy, 1915 à 1996, épouse, mère et grand-mère bien-aimée. J'ai apporté des roses jaunes, ses préférées, et les ai arrangées dans le vase attaché à la pierre. Tu savais, n'est-ce pas, ai-je dit en m'asseyant en tailleur sur l'herbe. Tu savais que j'avais besoin de tout perdre pour découvrir qui j'étais vraiment. Sophie m'a traité de marchepied, mais toi et grand-père m'avaient montré la vérité. Je n'ai jamais été destiné à être quelque chose que les gens utilisent pour atteindre un terrain plus élevé, j'étais destiné à élever les autres pour que nous puissions tous monter ensemble. Le vent a bruissé à travers les chênes, portant l'odeur de la pluie à venir. Juste un instant, j'aurais juré sentir un parfum de lavande, celui qu'elle portait tous les dimanches. Mon téléphone a sonné, le nom de Julien s'est affiché. Et mec, maman veut savoir si tu viens au déjeuner dimanche. Elle fait un bœuf bourguignon et elle dit que tu as sauté trop de repas de famille avec tout ce travail pour la fondation. Ouais, je serai là. Et Julien, j'amène quelqu'un. En fait, 2 personnes, Madame Kim et sa petite fille. Dis à maman de prévoir du rab. Maman fait toujours du rab, a-t-il ri, elle sera contente que tu amènes du monde. En retournant à ma voiture, toujours la même Peugeot parce que certaines habitudes ont la vie dure, j'ai réalisé quelque chose. Sophie avait eu raison sur un point, j'étais un marchepied, mais pas pour elle. J'étais un marchepied pour chaque étudiant qui viendrait après, chaque rêveur qui avait besoin que quelqu'un croie en lui. Ma grand-mère avait transformé son coffre-fort en un pont à travers les générations, et maintenant c'était à mon tour de construire quelque chose qui durerait. Le véritable amour n'utilise pas de marchepied pour laisser les gens derrière, le véritable amour construit des fondations qui élèvent tout le monde plus haut. C'est l'héritage que mes grands-parents m'ont laissé et c'est l'héritage que je construis maintenant. Si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa valeur. Laissez un commentaire sur une fois où le sacrifice de quelqu'un a changé votre vie, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment.